Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Une mission flash lancée par l'Assemblée qui a pour but de renforcer le rôle de l'école dans la lutte contre la sédentarité, nouveau fléau sanitaire chez les jeunes, comment faire en sorte qu'ils bougent plus. On en parle dans la première partie de cette émission avec notre invité. L'exposition Paris Noir retrace la présence et surtout l'influence des artistes noirs en France dans les années 50 jusqu'aux années 2000. Ce sera au centre Georges Pompidou à Paris. On en parle dans la seconde partie de notre émission. Mais tout de suite, place à l'actualité éducation du jour avec Louisa Garotiard. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la commission d'enquête sur l'affaire Betaram qui a débuté aujourd'hui. Le Premier ministre François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale au moment des faits notamment, a été entendu cet après-midi par cette commission. En effet, depuis le scandale au sein de l'établissement d'enseignement catholique visé pour des violences physiques et sexuelles sur d'anciens élèves, François Bayrou se défend auprès de nos confrères du Monde de, je cite, « n'avoir jamais entendu parler des accusations de viol, mais problème, plusieurs anciens élèves soutiennent le contraire, comme Jean-Marie Belbos. On l'écoute au micro de Jérôme Val sur France Inter. Aucune attente, parce que déjà, c'est une audition entre politiques. Vous entendez que les gens, ils se souviennent de rien. Ils ont reçu des dossiers, mais ils se souviennent pas. Moi, je lui ai écrit le 16 mars 2024. Monsieur Bayrou a eu ma lettre, puisqu'il a signé le recommandé. Il m'a jamais répondu. Donc, Bayrou savait. Qu'on me dise que Bayrou ne savait pas, moi je dis c'est un menteur. Et le Premier ministre s'est exprimé cet après-midi devant la commission d'enquête et sous serment. Nous suivrons de près cette affaire. On reste en milieu scolaire où une pénurie de médecins est de plus en plus notable. Alors le ministère lance les assises de la santé scolaire. Et ces assises se sont tenues aujourd'hui. Constat, médecins, infirmières, psychologues, ils sont de moins en moins nombreux. 35% de titulaires en moins en 10 ans. On ne compte plus que 600 médecins scolaires en France. Pour Jocelyne Grousset, médecin scolaire et vice-présidente du syndicat national des médecins scolaires et universitaires, pour les professionnels de santé, la priorité est d'abord de répondre aux demandes urgentes. On l'écoute au micro de Sonia Princet sur France Inter. On a des départements où il n'y a plus de médecins scolaires et on a des départements où les collègues ont des secteurs de 40, 50 000 élèves et donc ils sont dans l'obligation de beaucoup se déplacer, de prioriser énormément leur mission, essentiellement sur les signalements que peut faire l'école. Et si le ministère ne prévoit pas plus de recrutement ou d'augmentation budgétaire, il a en revanche annoncé la création de pôles regroupant les professionnels de santé, ce qui est loin d'être suffisant pour Béatrice Laurent, secrétaire nationale de l'UNSA Éducation, au micro de Sonia Princet. Je pense que dans la crise budgétaire qu'on vit, les arbitrages budgétaires n'ont pas été donnés. Donc, soit on va demander de faire un moyen constant, soit on va remettre en discussion, peut-être encore 1 année, 2 années. Le constat, on sait le faire. Hein. Au bout d'un moment, il faut faire des choix budgétaires pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et on poursuit avec une nouvelle annonce de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui souhaite instaurer dès la rentrée 2025 un droit à la déconnexion des outils numériques d'échange avec les familles. Et hier, la ministre a lancé le défi 10 jours sans écran afin de prouver qu'un usage modéré du numérique est possible. Un droit à la déconnexion aux espaces numériques de travail ou au logiciel Pronote pour les élèves sera instauré de 20h à 7h du matin. Plus de mise à jour durant cette tranche horaire, car le temps d'éducation reste le combat du ministère de l'Éducation. Et côté scientifique, ils alertent sur les dangers des smartphones avant l'âge de 6 ans et 15 ans pour les réseaux sociaux. Alors certains jeunes ont conscience des répercussions des écrans sur leur santé, comme Gabin, 17 ans, suivi par la mission locale de Saint-Malo en Normandie. Il témoignait au micro de Katia Letroux sur Ici Cotentin. Je passe environ 10 heures sur l'ordi par jour et 4 heures sur mon téléphone. Ça fait 2 ans que je suis déscolarisé et du coup mon rythme il est complètement décalé. Je vis la nuit et en fait depuis petit j'aime ça. Avant j'arrivais à jouer 3-4 heures et du coup maintenant vu que j'ai rien à faire et que en vrai j'aime ça, du coup je passe mon temps dedans et je me renferme dedans. Donc je sais que c'est pas hyper bien pour moi. Mais... Et les réseaux, les vidéos La plupart de mon temps d'écran sur mon téléphone c'est ça, je scroll ou je regarde des vidéos. Mais je m'informe pas plus que ça. Je sais qu'il faut que je change. Je sais que pour ma santé plus tard ça va mieux quoi. Mes parents aussi ils me le disent, c'est comme ça.
Objectif de la ministre, imposer cette pause numérique à la rentrée. On suivra ça de près en septembre prochain. On se rend désormais à l'université de Grenoble-Alpes où le président a demandé le retrait de plusieurs œuvres d'art affichées sur le campus et qui dénonçaient les mâles blancs. On voulait provoquer une réflexion, pas une guerre. Peut-être qu'on est allé trop loin. Voici ce que déclarait un des organisateurs anonymes. Et le décrochage de ces affiches est intervenu après une pétition lancée par un syndicat étudiant. Une quarantaine d'affiches avaient été accrochées dans les amphithéâtres ou dans d'autres bâtiments. Sur celles-ci, plusieurs inscriptions dénonçaient les mâles blancs. Comme on le voit sur ces images provenant du compte X du syndicat étudiant uni, on pouvait lire, je cite, « La terre est monochrome comme un arc-en-ciel, le racisme est juste blanc » ou encore « Le monde a mal, normal, il est dirigé par des blancs et des mâles ». Ces slogans polémiques ont fait leur entrée sur le campus lors du mois de l'égalité qui a eu lieu en mars, alors que l'université sensibilisait les étudiants et le personnel aux dérives du racisme et des discriminations. Quant à l'entourage du président de l'université, il assure que ce dernier n'a eu connaissance de ces messages qu'après l'alerte lancée par le syndicat étudiant. On continue avec une bonne nouvelle du côté de l'Académie Orléans-Tours, puisque ce mercredi marque le lancement du salon numérique de l'emploi et de nombreux postes sont à pourvoir, Louisa. Aujourd'hui et jusqu'au mercredi 28 mai, l'Éducation nationale avec France Travail propose 52 postes dans l'enseignement au sein de l'Académie d'Orléans. Psychologues, professeurs des écoles, assistants de services sociaux. Les choix sont multiples. Au programme, des échanges qui pourront devenir des entretiens de recrutement. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site francetravail.fr. On termine ce journal avec le Cybermois. Oui, moi avec un S, pas moi. Qui sensibilise aux enjeux de la cybersécurité à une époque où le numérique est une question essentielle dans notre quotidien. Et ce Cybermois regroupera plusieurs acteurs des organisations publiques et privées. Alors le ministère de l'Éducation nationale recherche de nouvelles personnes pour rejoindre la 13e édition du collectif Cybermois. Objectif, participer à une grande campagne nationale, répandre les bonnes pratiques pour se protéger des menaces du numérique ou encore profiter de contenus pour accompagner les Français. Une réunion organisée par le collectif est prévue le 5 juin. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr. Merci beaucoup Louisa. Prévenir l'obésité en milieu scolaire, renforcer le rôle de l'école dans l'accès à une activité physique et sportive, mais aussi dans la sensibilisation à la nutrition, à l'alimentation. Eh bien, autant de missions que se sont fixées le gouvernement, que s'est fixé le gouvernement. Alors comment faire bouger à nouveau les élèves? On en parle avec notre invité. Stéphane Lipiansky, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur des études du think tank Vers le haut. Merci d'être avec nous. Hier soir, Emmanuel Macron faisait face à des journalistes, des personnalités publiques, politiques et aussi, donc je disais, de la société civile, à l'instar de Thibaut InShape, que vous devez sûrement connaître, un youtubeur connu pour ses vidéos sur le sport et sur l'activité physique de manière générale. Est-ce que pour vous, c'était une volonté de la part du président de la République de toucher davantage les jeunes? Donc je rappelle qu'il est youtubeur, il a un nombre de followers incroyable sur les réseaux, et ou plus précisément de parler de l'importance justement du sport et de l'activité physique dans cette prise de parole très attendue. Effectivement, je pense que les deux arguments se valent, mais c'est vrai que la question du sport et des performances sportives des jeunes et aussi la question des problèmes de santé, on va dire la faible pratique sportive peut engendrer. C'est des questions qui ont été très présentes ces derniers temps. Notamment, il y a eu une étude pas longtemps qui mettait en avant justement les faibles performances sportives des élèves de 6e. Donc il y a eu tout un faisceau, je pense, convergent qui ont pu l'amener effectivement à vouloir aborder ce sujet-là. Emmanuel Macron a défendu évidemment son bilan en matière de sport à l'école. Est-ce que pour vous, les fameuses 30 minutes quotidiennes d'activité physique sont respectées à la fois en élémentaire, et je crois que c'est 4 heures, il me semble, pour de la 6e? Alors, effectivement, c'est assez différent selon qu'on considère l'élémentaire et le secondaire. Effectivement, en élémentaire, on sait qu'il y a de grosses difficultés à les mettre en application, ces fameuses 30 minutes. Tout simplement parce que, en fait, en élémentaire, le sport vient vraiment en concurrence avec les autres matières parce que reste sous la responsabilité des professeurs des écoles qui
bien souvent se disent que s'il faut squeezer quelque chose au dernier moment, c'est plutôt le sport. Et c'est sauf à Paris, par exemple, où effectivement la ville met à disposition des professeurs de sport. Donc c'est un peu différent. Mais dans la plupart des écoles, c'est les professeurs des écoles qui s'en occupent. Alors que dans le secondaire, on a des enseignants de PS, des heures de PS bien prévues. Donc la problématique n'est pas tout à fait la même. Et effectivement, ce dont on se rend compte, il y a eu des études qui ont été faites, c'est qu'effectivement, en élémentaire, les 3 heures hebdomadaires qu'il devrait y avoir se transforment en moyenne en 2h30. Oui, c'est rarement appliqué. 2h30 encore, mais si elles sont faites, effectivement, vous dites que c'est finalement une sorte de matière un peu secondaire, hein, qu'on rogne facilement sur le PS. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que le sport à l'école, c'est un objet un peu bizarre. On ne sait jamais vraiment très bien à quoi ça sert. Très souvent, ça a été instrumentalisé par le passé comme outil pour des objectifs sanitaires, pour des objectifs militaires, pour relancer du sport de haut niveau en France. Enfin, on lui a assigné plein de missions sans forcément se rendre compte qu'en réalité, le sport a des vertus incroyables qui justement, ne rentrent pas forcément en concurrence avec les autres apprentissages. On sait maintenant que le sport peut être utilisé pour travailler les matières fondamentales. Il y a par exemple une ONG qui s'appelle Play International qui développe un programme de sport et mathématiques. On sait qu'il y a plein d'études qui montrent que la disponibilité à apprendre des élèves augmente avec la pratique sportive. Et puis, on sait aussi que, effectivement, on peut utiliser des activités sportives pour développer des compétences psychosociales dont on parle beaucoup en ce moment, par exemple. Alors, on va parler justement de tous ces domaines-là, tous ces effets. Le think tank vers l'eau, pour lequel vous êtes directeur des études, a rendu un rapport sur le sport l'année dernière. Et dans le même temps, le ministère de l'Éducation, vous venez de l'évoquer, vient d'annoncer la mise en place d'un test d'activité, enfin de plusieurs tests d'activité pour la 6e dès la rentrée 2025. Les résultats de la première évaluation, et là je cite, des qualités physiques des élèves de 6e à la rentrée 2024 sont mitigés. Seul un élève sur 5 aurait des résultats et un niveau satisfaisant. J'aimerais une réaction. Alors, c'est à la fois, effectivement, je pense, un symptôme du fait qu'il y a une sorte de... Enfin, on va dire, pas un grand intérêt pour le sport à l'école ou en tout cas dans la jeunesse. Et en même temps, c'est une façon de porter un diagnostic qui est très limitée. Parce que s'intéresser seulement à la performance sportive, effectivement, je pense qu'il y a plein de parents qui se diront « et alors ?» Moi, j'envoie pas mes enfants à l'école pour qu'ils soient performants dans le sport. Oui, parce que pour vous, en fait, quand on dit aurait effectivement un élève sur 5 aurait des résultats et un niveau satisfaisant, le niveau en question, pour vous, il est lié à la performance uniquement, c'est ça? Oui, c'est des calculs de performance, effectivement, sur les questions d'endurance, de force physique. Il y a différents domaines. Mais là encore, je trouve qu'on a une approche très réductrice du sport, parce qu'on néglige encore une fois, on va dire, tout ce qui peut apporter de plus. Et puis, en fait, si on n'explique pas que, ce que je disais tout à l'heure, si on n'explique pas, par exemple, que la pratique sportive peut aider à aussi poursuivre d'autres apprentissages, si on n'explique pas que dans le cadre du sport, on peut faire de la cohésion de groupe, on peut travailler sur le bien-être, on peut travailler sur la santé mentale, si on n'explique pas finalement la diversité des apports de cette discipline, probablement on risque de ne pas attirer forcément l'attention sur l'importance qu'a le sport. Et on le voit bien d'ailleurs dans le secondaire où au fur et à mesure de la scolarité, le nombre d'heures de sport diminue. C'est 4 heures effectivement en 6e, c'est plus que 2 heures à partir de la seconde. Voilà, c'est une matière qui est quand même relativement négligée et souvent aussi par les parents. Alors que effectivement, en mettant en avant la diversité de ces apports, on pourrait beaucoup plus la valoriser. Alors justement, parlons-en de cette transversalité effectivement du sport. On l'imagine en termes physiques, bien entendu, sur la santé aussi, mais ça joue sur l'alimentation. En tout cas, ils sont liés. Oui, sport et alimentation sont liés. C'est-à-dire qu'on sait effectivement que les adolescents, notamment, ont un rapport à leur corps
qui devient quelque peu compliqué à partir d'un certain âge. C'est particulièrement vrai chez les filles. Et ça coïncide aussi à un moment où la pratique sportive diminue. Et c'est vrai que l'approche un peu sanitaire, bon, c'est moins notre objet, on est plus sur l'approche éducative, mais c'est vrai que c'est un des aspects intéressants à étudier pour le sport, et que effectivement le lien entre alimentation, pratique sportive, connaissance effectivement de comment fonctionne notre corps, qu'est-ce qui peut amener effectivement à changer, etc. C'est des choses qui sont peu maîtrisées par les jeunes et qui ne sont pas forcément très souvent abordées à l'école, alors que ça les préoccupe beaucoup. Il y a effectivement l'activité physique à l'école. Je ne parle pas de sport parce qu'on appelle ça l'éducation physique et sportive, hein, l'EPS. Et puis il y a le sport, effectivement, les activités extrascolaires. Oui. On va faire une globalité avant juste d'aller dans le détail. Les enfants bougent de moins en moins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 37% des enfants de 6 à 10 ans et 73% des jeunes de 11 à 17 ans n'atteignent pas les recommandations de l'OMS. Pourquoi ces enfants, ces jeunes, ne bougent-ils pas assez? Alors, le pourquoi est compliqué, mais peut-être qu'on peut aborder aussi, effectivement, vous parliez qu'il y a le sport à l'école et il y a le sport hors de l'école. Probablement qu'il y a une culture sportive qui est encore balbutiante. Alors, les JO ont permis quand même une augmentation du nombre de licenciés, mais si on regarde effectivement la pratique hors des murs de l'école, on se rend compte effectivement déjà qu'elle concerne plus les garçons que les filles. On constate également qu'elle n'est pas forcément sur des volumes horaires très élevés. Et on constate aussi qu'elle est corrélée avec la pratique du sport à l'école. C'est-à-dire au moment où la pratique du sport à l'école décroît, la pratique en dehors de l'école diminue aussi. Donc je pense qu'il y a une importance du fait sportif ou de l'activité physique qui n'est pas forcément très mise en avant. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'influence parentale sur les jeunes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de licenciés dans les clubs sportifs chez les familles favorisées. Voilà. Donc, ou peut-être que l'importance du sport, de cette hygiène-là est plus mise en avant, et que aussi c'est lié à la pratique sportive des parents. Or, effectivement, si les parents ne bougent pas, c'est compliqué. Or, très souvent, effectivement, on se dit, pour faire bouger plus les élèves, mobilisons l'école, mais mobilisons aussi les parents, mobilisons les associations qui s'occupent du périscolaire, mobilisons les associations sportives du sport scolaire, où il y a peu d'enfants, le pourcentage d'enfants affiliés à une association sportive dans le sport scolaire n'est pas très élevé. C'est, selon les âges, c'est entre 10 et 25%. Mais vous le dites, hein, c'est culturel finalement. Vous dites que par rapport à d'autres pays où on pratique beaucoup plus le sport, on a toujours référence aux pays nordiques, aux États-Unis ou ailleurs, où vraiment c'est un sport qui devient quotidien. En Suisse aussi, par exemple, on fait beaucoup plus de sport qu'en France. Pourquoi en France on a privilégié, et pour autant on n'est pas dans les résultats de PISA, on n'est pas les meilleurs en français et en maths, pourquoi on a autant privilégié justement les savoirs fondamentaux, les acquis au détriment du sport, de cette matière qui resterait, de l'EPS qui resterait secondaire? Je pense que c'est vrai qu'en France, on a une approche assez académique. On sait qu'on a beaucoup d'heures de classe et peut-être aussi un peu un mépris pour tous ces à côté qui pourtant sont très importants effectivement pour que les enfants rentrent dans les apprentissages notamment. Leur disponibilité à apprendre, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, la cohésion du groupe, mais c'est pas forcément la façon dont on considère l'éducation. C'est vrai qu'on la considère sous un plan très académique, sous un plan très statique. Pour l'éducation, l'apprentissage, ça reste beaucoup sur une chaise à écouter parler
Trop de sédentarité, effectivement, aussi. Est-ce qu'il faudrait peut-être plus aborder l'apprentissage aussi des matières classiques, mais en mouvement, moins posé, en ayant des rythmes scolaires un peu plus courts, en fait, des classes plus courtes? Oui, effectivement, il y a il y a des initiatives remarquables qui existent. Moi, je pense, on en parle dans l'étude, à l'initiative qui a été menée par une directrice d'école à Nantes, qui a effectivement mis en place une activité randonnée. Et en fait, la randonnée, c'est effectivement une façon de travailler plein d'autres choses que marcher, d'aller à la découverte de l'environnement, de travailler sur des questions de géographie, d'aller sur la diversité sociale aussi, parce qu'emmener des enfants qui sont des quartiers prioritaires, à les emmener dans des environnements ruraux, etc. Voilà, donc elle a mis en place cette activité. Donc elle poursuit un objectif, on va dire, effectivement de santé, mais comme ce n'est pas la mission première de l'école, elle ne le met pas en concurrence avec les apprentissages, mais effectivement trouver une manière de faire coïncider les deux. Et je parlais tout à l'heure de l'initiative de l'ONG Play International sur les maths, c'est pareil. C'est-à-dire se dire, c'est pas une perte de temps que sur les apprentissages formels que d'emmener les élèves dans la cour, parce que avec des coupelles et des ballons, et on peut aussi faire des jeux sportifs qui mobilisent aussi des connaissances académiques, parce qu'on compte le nombre de coupelles, on fait des additions sur les scores, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. On travaille sur le terrain, effectivement, le nombre de kilomètres, etc., la division. Ça, on l'entend. Vous parliez de cohésion de groupe. Autre bienfait sur les apprentissages par le biais de l'activité physique, peut-être la concentration? Alors la concentration, c'est avéré, effectivement. Les études montrent qu'un plus grand nombre d'heures de pratique sportive favorise effectivement la concentration et la disposition à apprendre. Donc ça, c'est tout à fait avéré. Et puis, effectivement, c'est des moments privilégiés. Nous, on a interrogé dans l'étude des enseignants de PS. Eux disent qu'ils se sentent très bien placés pour découvrir les élèves dans toute leur personne, dans toute leur dimension. Parce qu'en cours de PS, il y a plein d'autres sujets qui ressortent. Effectivement, le rapport au corps, le rapport au collectif, les petites tensions, etc. Donc, tout simplement parce que c'est un temps où les élèves sont beaucoup plus mobiles, où ils échangent, ils discutent, etc. Et il y a plein de choses qu'on peut bosser à ce moment-là, notamment, effectivement, le rapport du groupe qui est très important. Et dans plein de matières, on travaille de façon très individuelle. C'est un moment, c'est un cadre qui facilite beaucoup le travail collectif, effectivement. On parlait tout à l'heure d'urgence aussi à avoir une transversalité de la vision du sport dans la société. Les députés Frédéric Meunier, qui est un député de droite, avec Christophe Proença aussi, du bord socialiste, ont lancé un véritable cri d'alarme concernant le surpoids et l'obésité des jeunes, à la fois en maternelle et jusqu'au lycée. Est-ce que c'est important aussi de revoir cette notion de la pratique sportive pour justement recentrer sur des sujets qui peuvent être vraiment graves en termes de santé? Alors, effectivement, je pense que on est tous d'accord sur le constat et il est mondial parce que les effets de la sédentarité, les problèmes d'obésité, ils sont effectivement mondiaux. Je pense qu'effectivement, c'est un problème de santé publique qu'il faut prendre en compte. Là encore, la tentation de vouloir, on va dire, donner à l'école la charge de ce problème-là, elle peut être un peu trop grande, justement, si on l'aborde que sous l'angle de la santé. Après, il y a plein d'initiatives qui sont faites pour effectivement inscrire cette question du mouvement, de la mobilité chez les enfants dès le plus jeune âge. Il y a des associations comme l'UFOLEP, par exemple, qui travaillent effectivement sur la mobilité dès la toute petite enfance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils y associent les parents, parce que effectivement, souvent, l'obstacle, c'est que, en fait, personne n'est réticent à aller bouger, mais les idées d'activité à mettre en œuvre, surtout dans un environnement urbain, ne sont pas forcément là, et de montrer que ça peut être très simple
dès tout petit, de faire des petites activités de motricité, etc. Ça s'inscrit dans des habitudes à prendre. C'est intéressant sur ce point. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre aussi à quel point le lien entre santé justement et sport est extrêmement étroit. Est-ce que, selon les études que vous avez menées, vous savez combien de jeunes sont conscients qu'effectivement, en pratiquant une activité sportive, ils risquent moins de problèmes cardiaques, moins de problèmes de santé en général? Est-ce que l'information suit? Alors sur ce point-là, effectivement, on ne les a pas interrogés, mais ça peut être une très bonne idée pour notre baromètre annuel. On pourrait aller sur ce terrain-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même une proportion importante des jeunes, et notamment effectivement des plus grands jeunes, on va dire, à partir de l'adolescence, qui sont conscients de ne pas suffisamment prendre soin de leur santé. Donc c'est une conscience chez eux, effectivement. Là encore, souvent, ils invoquent des raisons comme le manque de temps, la concurrence avec d'autres activités, etc. Mais ils sont conscients quand même. On parlait donc du sport, enfin de l'activité physique à l'école, toujours de revenir à cette nuance qui est le sport et l'EPS. Pour les professeurs d'EPS, vous l'avez dit, à Paris en l'occurrence, en général, ils viennent vers les écoles élémentaires, pas forcément dans le reste des territoires. Comment pouvoir s'organiser pour avoir un maximum de personnes volontaires, volontaires, ça ne veut pas dire bénévoles, hein, mais volontaires pour aller justement enseigner le sport à la fois dans les enceintes scolaires et en même temps à l'extérieur, et motiver, parce qu'on se pose la question de savoir s'il y a suffisamment de professeurs et d'infrastructures pour recevoir tout le monde. Oui, alors il y a effectivement plusieurs questions. C'est vrai qu'en primaire, en premier degré, il y a, je pense, effectivement quelque chose à faire vis-à-vis des professeurs des écoles qui se sentent pas forcément légitimes, qui n'ont pas forcément cette culture sportive et qui n'ont pas forcément des outils. Alors il y a des initiatives assez intéressantes de ce point de vue-là. Par exemple, il y a la Fédération de badminton qui fournit des kits très simples aux professeurs des écoles pour animer des pauses sportives en disant, voilà, en prenant des éléments qu'ils ont tous dans leur classe, des boules de papier, des cahiers, des choses, et qui leur proposent des activités clés en main. Parce qu'eux n'ont pas forcément, tous les professeurs des écoles n'ont pas forcément cette culture et cette idée de comment on va créer un jeu avec ce qu'on a sous la main, comment on va faire bouger les enfants avec ce qu'on a sous la main. Et après, effectivement, il y a la question du secondaire où on sait que, oui, effectivement, il y a quelque part peut-être une désaffection pour l'EPS, pour l'enseignement. Et là encore, je pense qu'il y a des façons de redynamiser ça. Il y a des pays comme la Finlande où la formation des professeurs, elle est beaucoup plus créative, par exemple. On leur apprend à s'adapter beaucoup plus aux élèves, à inventer des nouveaux jeux qui visent des objectifs pédagogiques, etc. Donc, il y a des choses à faire, effectivement, dans ces domaines-là. C'est sûr qu'il y a une question de culture sportive dans l'école en général qui est à creuser. Et pour autant, vous l'avez dit, les JO ont cartonné. C'est un événement qui a été donc, bien entendu mondial, mais très suivi par les Français. Les fédérations ne désemplissent plus, notamment, on sait que le ping-pong, par exemple, fait un carton, le paddle dans pas mal de villes aussi aujourd'hui, le badminton. Il y a pas mal peut-être de sports qui ont été un peu invisibilisés au préalable et qui maintenant font plus recette. C'est aussi ça la force du sport en France et la place du sport en France. Un match de foot, ça fédère. Oui. Et justement, sur cet aspect fédérateur, je trouve qu'on ne capitalise pas assez. C'est-à-dire que finalement, on a quand même, c'est vrai, un engouement qui a traversé la société au moment des JO, mais qui existe aussi dans les autres temps. Donc un engouement, c'est-à-dire que si vous allez dans une cour de récré, vous entendez volontiers les jeunes parler de sport. Si vous allez dans les familles, ça parle sport. Les animateurs du périscolaire, ils parlent sport, etc. Ça pourrait être un objet dont tous les éducateurs s'emparent et sur lesquels ils pourraient effectivement bâtir des ponts.
Tout le monde s'en empare. Les JO, ça cartonne. Les fédérations ne les emplissent pas. Thibaut Inchep a je ne sais plus combien, 2 millions d'abonnés ou plus encore. Et pour autant, eh bien, il y a une désaffection à l'école et seul un élève sur 5 aurait des résultats à niveau satisfaisant. Alors, est-ce que ça veut donc dire que la conclusion un peu rapide, certes, qu'on pourrait donner, est que peut-être que la manière dont c'est fait à l'école, l'enseignement pédagogique, ne donne pas envie ou serait mal fait, ou alors l'évaluation n'est pas bonne? Sur quoi évalue-t-on? Moi, je pense effectivement plutôt qu'il y a quelque chose dans l'approche dans l'approche du sport, c'est-à-dire que on sent quand même que cet engouement, il n'est pas totalement satisfait à l'école, mais aussi pour les raisons que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement les propositions en termes qui sont faites aux jeunes ne sont pas forcément toujours très créatives, pas toujours, pas toujours à la hauteur de ce qui pourrait les motiver à aller plus loin. Et puis, là où finalement il y a peut-être plus d'attrait en dehors de l'école, c'est-à-dire dans le monde des clubs, il y a des obstacles qui sont financiers. Il y a aussi le fait que, parallèlement, côté éducatif dans les clubs, c'est pas toujours de très haut niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi des parents qui n'envoient pas leurs enfants parce qu'ils ont l'impression que c'est un environnement qui est moins hospitalier pour l'enfance. Donc voilà, moi, il y aurait quelque chose à faire peut-être d'une plus grande culture sportive dans le monde scolaire et peut-être d'une plus grande culture éducative dans le monde sportif. Merci beaucoup Stéphane Lipianski d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes directeur des études du think tank Vers le Haut. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Eva Barois de Cavel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Eva. Vous êtes commissaire associée à l'exposition Paris Noir. Paris Noir retrace la présence et surtout l'influence, on en parle bien trop peu, l'influence des artistes noirs en France entre les années 50 et 2000. Elle met en lumière, je crois, à peu près 150 artistes afrodescendants qui ont été, silenciés, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Ouais. Pourquoi pas mis en lumière du tout? Alors, pour différentes raisons, mais il est vrai qu'en observant les pratiques de ces 154 artistes présentés dans Paris Noir, à l'exception de quelques-uns et de quelques-unes, mais qui justement ont été ces exceptions, beaucoup de ces artistes ont connu, je dirais, des ruptures institutionnelles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été soutenus par les galeries, les quelques rares galeries qui s'intéressent aux artistes noirs, ils n'ont pas été acquis par les institutions. Alors évidemment, ça pose tout un tas de questions, mais qui tout de même interrogent effectivement un racisme institutionnel. Et là, ça nous oblige à faire un travail d'historienne de l'art, d'aller voir effectivement ce que ces artistes racontent, leur expérience de vie, les archives. Et effectivement, on réalise que leurs œuvres ont été, mais surtout leur personne, effectivement, qu'un racisme a eu lieu, que leurs œuvres n'ont pas été comprises, que ce qu'ils proposaient n'a pas été compris, engendrant ce manque de regard sur leurs travaux. Pourtant, pour certains, c'est vraiment des artistes qui ont été dans des compagnonnages avec des grands artistes de l'histoire occidentale de la modernité, qu'on connaît bien, qui sont présents dans les collections du musée. Comme qui, par exemple? Alors, comme par exemple Fernand Léger, Zadkine, puisque là, vous avez des artistes dans Paris Noir qui ont étudié à Paris, dans les ateliers de ces artistes, qui ont étudié dans les écoles d'art. On ne parle pas d'artistes outsiders, autodidactes, etc., par quelques-uns. Et puis finalement, pourquoi pas aussi? Et pourquoi pas? Non, mais en l'occurrence... Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc ça pose d'autant plus la question de pourquoi, à un moment, des ruptures dans ces parcours. Et là, effectivement, un certain nombre de choses. L'une des choses qui est d'ailleurs encore persistante, on le voit en tant qu'historienne de l'art et conservatrice dans un musée, c'est effectivement un préjugé à l'encontre de ces pratiques qui voudrait que, à partir du moment où les créateurs et les créatrices sont noirs, ces pratiques sont des mimétismes inférieurs des modernités occidentales. Donc, en l'occurrence, des sortes de copies de moins bonne qualité. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu dans l'histoire de l'art. Donc, aujourd'hui, avec Paris Noir, on est aussi là, effectivement, pour déconstruire ce type de discours. Ça impose de travailler très précisément ce qui se joue dans les œuvres. Et puis, réhabiliter, justement, ces artistes. Une très belle exposition qui aura lieu au Centre Pompidou. Qui démarre quand? Excusez-moi, alors, elle a déjà démarré, l'exposition. Elle a démarré le 18 mars et elle se terminera le 30 juin.
Et c'est une exposition qui a un grand succès. On a des pics à 5000 visiteurs par jour. Donc il va peut-être se prolonger justement cet été. Ça va être difficile parce que le musée ferme. Ah oui, c'est vrai que le musée ferme. Voilà. Mais en tout cas, très belle fréquentation. Donc d'où l'urgence justement d'aller la voir en ce moment. Alors on va repartir sur ce que vous nous avez dit parce que c'est fort intéressant. Effectivement, on parlait d'infériorisation. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi, parce que beaucoup de ces artistes ont parlé de la colonisation et de décolonisation, est-ce que c'était une volonté dans une société où l'on tait beaucoup des moments d'histoire importants, où il fallait ne pas trop raconter ou redire, ou tout simplement d'ailleurs dire ce qui se passait? Alors tout à fait, il y a cette question effectivement des blocages, disons, politiques, des artistes qui avaient des positions politiques, des partis pris, des coloniaux, des idéologies qui ont pu entraver leur carrière. Mais on voit bien, et ça c'est intéressant, à l'échelle de cette exposition dans laquelle on a plus de 300 œuvres, on voit bien qu'on a aussi beaucoup d'œuvres dans cette exposition et beaucoup d'artistes qui n'étaient pas du tout militants ou militantes, qui n'ont pas... Alors évidemment, tout est politique, leur position, leur vie le sont, mais pour autant, les œuvres n'ont pas ces questions pour thème et les artistes ne les ont pas revendiquées. Et pour autant, c'est également des artistes qui n'ont pas été regardés, collectionnés, qui ont été silenciés ou invisibilisés. Donc la question se pose à un autre endroit tout de même. L'art est du militantisme par définition, qu'il soit noir ou ouvert. Bien sûr. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on comprend bien qu'il y a une autre, il y a une autre influence. Alors l'influence, parlons-en d'ailleurs, parce que ces artistes-là ont aussi influencé ceux qui, pour le coup, avaient portes ouvertes partout dans les autres musées. Alors ça, c'est justement l'un des grands dialogues qu'on veut raconter dans cette exposition. Vous avez notamment une salle qui s'appelle Paris pour école, qui est la 3e salle de l'exposition, où on décrit justement à quel point ces artistes, précisément, étaient en dialogue avec cette modernité qui elle-même était allée chercher, emprunter beaucoup de choses dans les cultures extra-occidentales. On a un artiste dans l'exposition, un artiste haïtien, Max Pinchina, qui d'ailleurs s'est torturé, qui d'ailleurs se suicidera à Paris, qui lui disait très franchement, Picasso nous a cannibalisés, cannibalisons Picasso. Donc voilà, ça c'est un programme là pour le coup assez clair, qu'il a, je crois, beaucoup travaillé, beaucoup torturé dans le cas de cet artiste. Mais effectivement, vous avez d'autres artistes, par exemple Wilfred Olam, artiste cubain, qui lui était en dialogue avec les surréalistes, avec André Breton, qui a vraiment dans son œuvre cherché à justement formuler, disons, des propositions, on dirait syncrétiques, c'est-à-dire fusionner justement ce que cette histoire de l'art moderne avait pu faire en allant emprunter, évidemment chez Picasso, le plus emblématique, beaucoup de choses à d'autres cultures et comment se les réapproprier. L'âme le fait en montrant que justement les figures, notamment de corps à tête de chevaux chez Picasso, peuvent être réintégrées à la culture cubaine qui a dans son culte ce même type de figure, notamment dans le culte de la Santeria où les fidèles se transforment en chevaux. Donc c'est des dialogues complexes, sophistiqués justement de la part d'artistes très conscients qu'on leur a appris beaucoup et qui ont envie de dialoguer avec cette histoire de l'art qu'ils connaissent très bien depuis leur culture, depuis leur géographie, et qu'ils ont, aussi parfois du ressentiment justement pour ces emprunts et que qui sont à cet endroit-là. Alors on leur a appris beaucoup, mais il y a aussi une autre influence, qui est une autre influence aussi qui est pour le coup positive, c'est qu'en fait ces artistes ayant existé ont été heureusement quand même vus et perçus par certains, tout à fait. Et ont influencé les générations futures. De qui on peut parler justement? Alors on peut parler de beaucoup d'artistes. D'ailleurs, je dois dire qu'en tant que conservatrice au musée qui a travaillé sur cette exposition, certains des artistes, notamment pour les artistes ultramarins, caribéens, on les a connus parce qu'on travaille avec des plus jeunes générations d'artistes aujourd'hui bien connus justement sur une scène mondiale de l'art contemporain. Je pense notamment à un jeune artiste qui est Julien Creuset, martiniquais, qui a été l'artiste qui a représenté la France à la Biennale de Venise. On a une œuvre de lui dans les collections contemporaines au Centre Pompidou. Et Julien Creuset est l'artiste qui nous avait parlé notamment de deux artistes qui aujourd'hui ont plus de 80 ans, qui sont Ernest Breuler et Bertin Nivor, qui sont aujourd'hui présents dans l'exposition Paris Noir, avec notamment une acquisition d'une œuvre d'Ernest Breuler. Donc pour nous, ça c'est vraiment important. Deux artistes martiniquais qui ont été à Paris dans les années 70 jusqu'aux années 80, puis qui sont rentrés en Martinique, qui ont créé tout un mouvement très important dans le champ de l'histoire de l'art. Donc c'est aussi effectivement se réapproprier ces histoires, raconter comment elles ont influencé des plus jeunes générations, mais pourtant c'était un peu le chaînon manquant dans nos collections au musée, puisqu'on a l'œuvre de ce jeune artiste, mais on n'avait pas l'œuvre qui l'a influencé. Donc là, c'est vraiment un travail aussi de réparation, donc on fait de rattrapage en pouvant acquérir cette œuvre et en montrant qu'on a effectivement des généalogies dans une histoire de l'art française, parisienne, qui raconte que tout simplement à Paris, ces présences créatrices noires ont été extrêmement importantes, qu'il y a eu de la transmission, qu'elles ont participé à former l'esprit de cette capitale qui est Paris, qu'on défend, qui est une ville cosmopolite, transnationale. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que très important, évidemment, et important de le redire, bien sûr. Je le disais, cette exposition retrace effectivement les circulations, c'est comme ça que le titre est présenté, les circulations artistiques et lutte anticoloniale entre 1950 et 2000. Pourquoi cette période précise?
précisément? Parce qu'on sait bien que l'art existait avant et après. Bien sûr. Alors d'une part, nous avons 2000 m² dans cette galerie, c'est beaucoup, mais tout de même, il faut se limiter. On a plus de 300 œuvres et 154 artistes et on est... Bon, ok, l'argument, d'accord, mais quand même. Non, mais tout de même, c'est un argument, parce qu'on aurait eu envie d'étendre. Alors, on s'est dit que 50, c'était, aussi se passer d'une période qui avait été davantage étudiée par la muséographie parisienne, disons que les années 30, les Bals Nègres, etc. Il y a quand même eu des expositions, notamment au Quai Branly. Et puis qu'effectivement, si on sortait des années 90, années 2000, on ouvrait à l'art contemporain. Et là, vraiment, il fallait 2000 m² de plus. Donc, c'était un jalon cohérent. Autre chose, on a jalonné cette exposition avec deux revues très importantes qui ont été Présence africaine en 1947 et La Revue Noire dans les années 90, qui sont deux moments éditoriaux vraiment essentiels. Donc, pour nous, il y avait aussi ce dialogue. Et enfin, dernier argument, c'est que les collections permanentes du musée au Centre Pompidou, qui sont actuellement fermées puisqu'en déménagement, ont cette scansion chronologique. Principalement, on va jusqu'au contemporain, mais vraiment, voilà, les collections du musée, c'est plutôt, disons, voilà, de ces années 50 à ces années 90. Donc, on était aussi en dialogue avec ce qui se joue dans notre institution. On parle de Paris parce que Paris, effectivement, est une place d'art importante dans le monde. Vous parliez de Martinique à l'instant, effectivement, et de plein d'autres places qui restent des places françaises. Évidemment, on sait que la France est à travers tous les fuseaux horaires dans le monde, donc c'est quand même assez magnifique de se dire ça. À quel moment, justement, ces artistes ont pu réellement se forger, se faire une place et se sentir légitimes et sur quelle vibration, si vous voulez, de cette... C'est des histoires très différentes selon les géographies. Dans Paris Noir, vous avez des Africains américains, des Caribéens et je dirais des Afrodescendants et Afrodescendants. Puisque voilà, quand on arrive aux années 90, c'est davantage l'appellation qu'on aurait aujourd'hui. Donc les parcours ne sont pas du tout les mêmes. Pour les Africains américains, il y a eu, alors souvent malheureusement après la mort de ces artistes qui sont notamment beaucoup présents dans le début du parcours de l'exposition, puisque ces artistes qui sont arrivés pour la plupart grâce à des bourses de vétérans, et ces artistes-là, parce qu'aux États-Unis il y a une classe sociale africaine-américaine noire, voilà, il y a eu un président noir, donc il y a eu un marché ensuite effectivement aussi dans les galeries pour cet art africain-américain. Donc c'est des artistes qui aujourd'hui, voilà, qui ont eu des cotes après leur décès énormes, qui sont collectionnés, qui sont dans les grandes institutions américaines. Il n'y a pas il n'y a pas d'artistes noirs qui soient cotés réellement en France aujourd'hui? Si, il y en a, mais pas dans les proportions des artistes africains-américains aux États-Unis. C'est ça que je voulais dire. Pour les artistes justement ultramarins, c'est quand même une situation qui reste très très complexe. Sur cette génération qui est celle de l'exposition, c'est vraiment des artistes qui ont été assez peu regardés dans les institutions, et justement l'éloignement géographique a aussi beaucoup joué dans la manière dont ces œuvres auraient pu circuler, être montrées, être prises en charge par l'institution. Donc là, il y a un énorme travail à faire et on essaye de le faire aujourd'hui au musée modestement. Dans le cas des artistes africains, alors effectivement, il y a eu dans les années 80, 90 et puis encore plus dans les années 2000 un regard, parce qu'il y a eu des biennales qui ont commencé à poser ce regard plus mondialisé. Voilà, il y a eu une scène, mais on est quand même, si on regarde la question de marché, vraiment dans des différences qui restent toujours très significatives. Et pour les artistes afrodescendants en France aujourd'hui, effectivement, voilà, vous avez une génération qui l'a intégré de toute façon à une scène de l'art contemporain. L'histoire est différente, mais voilà. Parler de modernisme, de postmodernisme, effectivement, et de l'influence de ces artistes aujourd'hui est essentiel. Le lien avec le Centre Pompidou, on le voit de manière assez présente et évidente, effectivement. Mais j'allais quand même vous poser cette question basique, mais qu'est-ce qui a fait que cette exposition existe aujourd'hui? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, je dirais la volonté individuelle d'historiens et d'historiennes de l'art, conservateurs et conservatrices qui aujourd'hui sont attentifs et attentives à ces questions. Je pense que voilà, ils ont toujours été là. Il ne faut pas oublier ça. C'est aussi assez cyclique, ces questions. Seulement, ils sont souvent minoritaires dans des institutions. Donc, il y a eu évidemment des expositions au Centre Pompidou, il y a eu Africa Remix, voilà. Donc, et les choses ensuite, je ne dirais pas régressent, mais en tout cas, n'avancent pas forcément. Et Paris Noir s'inscrit dans une tradition comme ça de gestes qui ont été portés par le musée par des individus qui ont attiré l'attention sur ces questions. Donc c'est pour ça qu'il faut poursuivre le travail et former d'autres générations aussi. Alors justement, la formation, elle se poursuit aussi à l'école, dans la même vague, dans la même mouvance que cette exposition. Pouvoir parler justement à la fois d'art et d'histoire, c'est très important. Et aujourd'hui, ça se fait... tant bien que mal, si j'allais dire, quand on peut le faire à l'école, mais on sait bien que les programmes sont surchargés, que c'est très dense, et surtout, il faut avoir la capacité, la formation. Vous êtes historienne de l'art, vous le savez, c'est quand même pas exactement la même chose de parler de colonialisme et de l'art, et de mêler les deux. Comment est-ce que vous proposez justement des circuits aux écoles? Alors, on a énormément de visites scolaires pour cette exposition, et ça, on en est ravis. Le centre a un gros appareil de médiation à destination des publics scolaires et reçoit énormément d'étudiants et d'étudiantes et de scolaires depuis la toute petite enfance.
France. Sur cette exposition, une chose qui était pour nous très joyeuse comme idée, c'était que, ce qui est triste, les collections du musée, les collections permanentes sont fermées, mais du coup, tous les publics scolaires visitent cette exposition, qui est l'exposition temporaire principale en ce moment. Donc ça, c'est assez génial. Ouais. On a des dispositifs, on aura d'ailleurs ce week-end, pendant la nuit des musées, et un week-end assez festif, où on a un dispositif du centre qui est intéressant, qui s'appelle Viens avec moi, qui est, en fait, à chaque visiteur scolaire est offert un ticket pour qu'il revienne avec sa famille à cette date spécifique donc de ce week-end qui arrive. Et c'est du coup souvent un énorme succès, c'est-à-dire qu'effectivement les enfants reviennent avec leur famille et leurs parents. Et c'est eux qui font finalement la visite. Exactement. Voilà, visite qu'ils ont reçue avec leur classe. Donc ça, c'est un dispositif qu'a mis en place notre service de la médiation et qui marche très très bien tous les ans. Donc on aura ça. On a bien sûr tout un tas d'outils, des podcasts, on a un document spécifique, on a des visites spécifiques, on a vraiment beaucoup de ressources, nous, qu'on a pensées à destination de ces publics. Et puis sur des âges un peu plus avancés, on a aussi, nous, ouvert, avant l'ouverture de l'exposition, dès janvier, on a travaillé en partenariat avec l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art. On a une enseignante, Maureen Murphy, qui a dédié son séminaire à l'exposition avec ses étudiants, qui ont donc suivi de façon hebdomadaire jusqu'au mois d'avril des cours dédiés à l'exposition et qui aussi pensent l'exposition. On accueillera une journée d'études de l'HESS, on a eu un colloque, voilà, donc il y a aussi énormément de choses vraiment, parce que nous, vraiment, avec cette exposition, l'objectif, c'est que se saisissent effectivement des jeunes gens, des jeunes historiens et historiennes de l'art, de ces sujets qui sont multiples. Pour nous, cette exposition, c'est une cartographie. Il y a 300 expositions à faire, qu'elles soient monographiques ou thématiques, énormément de sujets à tirer. Et effectivement, comme je vous le disais, il faut que le musée reste dans une dynamique au-delà des individus qui font que ces questions s'inscrivent durablement dans les politiques muséales. Et je pense que ces expositions, ce type d'exposition, comme vous le dites, dans les programmes scolaires, c'est compliqué d'aborder ces questions, de les aborder exhaustivement, elles sont déjà peu présentes. Mais une exposition comme ça peut donner tellement en 2 heures de visite, je pense, le champ, enfin ouvrir à ces questions justement d'une autre manière qu'un échange scolaire, parce que c'est visuel. Et puis ouvrir le champ aussi de toutes ces figures très importantes dans le monde entier, dans toutes les cultures, effectivement il y en a eu, mais c'est vrai que Martin Luther King, Aimé Césaire, dont on parle effectivement dans l'exposition, je sais pas, Rosa Parks même qui a été chantée par Obispo, mais je veux dire, il y a des figures très emblématiques qui sont populaires, mais dont on a besoin effectivement de revoir l'histoire. De revoir, et là elles sont présentes physiquement, on a un gros appareil audiovisuel dans cette exposition, vous entrez dans la première salle, vous avez à l'écran James Baldwin, vous allez croiser Malcolm X, vous allez croiser Angela Davis dans l'exposition, vous croisez tout un tas de figures, vous allez croiser... Ils sont extrêmement populaires, en tout cas ils sont popularisés. Vous croisez Sangor, vous croisez Suzanne Roussy-Césaire, donc c'est aussi un parcours comme ça fait de grandes figures, de début à la fin de l'exposition, et ça je crois que ça intéresse aussi beaucoup les jeunes visiteurs, moi qui suis tous les jours dans les salles, je le vois. Donc c'est une chose assez réjouissante. Formidable. On a hâte d'y aller. Alors, Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale de 1950 à 2000. Vous l'avez compris, il faut absolument voir cette expo. C'est au Centre Pompidou à Paris. Elle est jusqu'à fin juin. 30 juin. 30 juin, voilà, 30 juin. Merci à vous. Et puis, on va tout de suite retrouver le maire de School TV avec le ZAP. Natacha Butzbach, quand on élève ses enfants, il y a la pression, on l'a dit, des réseaux sociaux, pas forcément saine éventuellement. Si on suit votre compte sur Instagram, par exemple, c'est normalement plus sympa et moins terrorisant. Mais il y a aussi des recommandations très sérieuses des autorités de santé, des médecins, notamment sur l'allaitement, sur les écrans, sur l'alimentation. Et ça, c'est à la fois des recommandations qu'il faut suivre. Elles sont fondées sur des études statistiques, des grandes séries, tout ça est vrai. Ce que vous leur reprochez quand même un peu, c'est une formulation trop radicale. Oui, et aussi généralement la façon dont elles sont reprises et extrapolées par certaines personnes qui vont communiquer sur le sujet, et donc se retrouver avec des personnes qui vont se retrouver vraiment coincées entre le mal-être qu'elles peuvent ressentir, de devoir respecter coûte que coûte certaines recommandations, et le fait de ne pas avoir de possibilité pour les assouplir. De se dire, mais en fait, si je ne ressens pas la possibilité de le faire, comment est-ce que je peux faire pour bien faire quand même ? D'une manière générale, d'ailleurs, c'est ce que vous dites, les recettes toutes faites, ça ne marche pas. Non, sinon ça se saurait en fait. Sinon tous les... Enfin, vous êtes un certain nombre à penser, alors je dis pas vous parce que précisément on aura compris que c'est pas votre style, mais il y a un certain nombre de personnes qui quand même prétendent les posséder et les imposer. Le problème c'est que souvent c'est des gens qui ont des choses à vendre. Comment cultiver effectivement l'attention des enfants à l'ère du tout numérique où ils ont tous et toutes des écrans dans les mains, une surcharge cognitive aussi, du stress à l'école. C'est la question à laquelle vous vouliez répondre ? Oui, exactement. En fait, c'est un constat qu'on a fait. On est tous plus ou moins liés à des enfants. On a tous des enfants dans notre entourage, qu'on soit papa, maman ou juste connectés à ce monde-là. Et on ne peut que s'alarmer de ce qu'on voit dans les comportements des jeunes et puis de ce qu'aussi toutes les études
études relatent, les dernières études sur l'état de la santé mentale des enfants, encore une fois, de 4 ans à l'adolescence et même des étudiants, est assez préoccupante. Donc, on a voulu répondre à ces enjeux-là et se mettre au prisme de l'éducation et voir quel impact on pouvait avoir pour les enseignants. Et donc, voilà d'où est né Petit Bambou École. Corinne, qu'est-ce qu'on retrouve dans vos kits qui sont ô combien importants, tous ces kits que vous développez? Alors, on essaie d'équiper les familles parce que sur le terrain, ça ne va pas. Voilà, la délégation a fait une fiche, un papier dont personne connaît l'existence ou très peu. Donc, du coup, on est obligé de trouver des astuces. Donc, ça passe par des cartes en carton qu'on peut mettre dans n'importe quel pantalon, cousu dans une poche, dans un cordon badge. Là, cette année, on aura un super porte-clés. Dès qu'on l'approchera avec un téléphone en NFC, ça appellera sa maman ou la famille. Des porte-clés avec des QR codes. Une plaque chaussure. On est obligé de penser à plusieurs choses, tout simplement parce que la personne qui acceptera le bracelet... Ça marche, par exemple, le porte-clés avec la QR code, comment ça fonctionne? Il suffira de le badger en QR code. Et si la personne ne peut pas s'exprimer, la personne qui l'aura retrouvé pourra lire « Je suis une personne autiste, parlez calmement, une consigne à la fois, prévenez le 17 ». Et le NFC, ce qui est génial, c'est que ça va appeler directement la famille qui se sera connectée sur l'interface de vestal.com. Vercingétorix, que sait-on de ce chef gaulois? Alors, il y a un paradoxe. Il est né probablement en 86 avant Jésus-Christ, vu que quand César le rencontre, il nous dit qu'il a une trentaine d'années. Bon, on ne connaît rien de sa naissance. On sait qu'il est mort dans les prisons de Rome. Donc ça, c'est terrible. Et ensuite, presque tout ce qu'on connaît de lui, c'est grâce à César. Et la question que je pose, mais sans vouloir bousculer notre identité nationale, c'est de savoir s'il n'a pas été fabriqué par César. Or, il existe vraiment... Alors, fabriqué par César. Oui, il existe vraiment. Il essaie de rassembler pour lutter contre l'envahisseur romain, entre guillemets. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Probablement. Il s'entend plutôt bien avec les Romains. Probablement même qu'il a été en Italie, qu'il connaît un petit peu ce milieu-là. Et sans doute que César, à un moment donné, se le choisit comme ennemi public numéro 1. Il a besoin, pour conquérir la Gaule, de moyens. Il a besoin d'argent qui proviennent de Rome. Et à ce moment-là, il est obligé de désigner la personne contre qui il lutte. Et là, il y a un type terrifiant, sanguinaire, un guerrier atroce, c'est Vercingétorix, donnez-moi de l'argent. Exactement. Et il dessine un peu ce portrait robot. Effectivement, il se frotte contre lui de temps en temps, mais quand il veut le saisir, à Alésia, ça se fait relativement de manière simple, mais ça permet à César de revenir à Rome avec Vercingétorix comme prisonnier, de le promener comme un trophée dans les rues de Rome. Quelques années plus tard. Mais en fin de compte, à ce moment-là, la guerre des Gaules autour de Vercingétorix est peut-être un montage, un scénario par César. Et paradoxalement, la République française aura fait de Vercingétorix un héros, ce perdant magnifique. Parce que c'est un personnage aussi construit notamment par les historiens de la Troisième République, avec toute une image, c'est l'image romantique. Effectivement, c'est le jeune, dans la trentaine d'années, qui résiste à l'envahisseur. Justement, si on se pose la question, combien d'écoles, combien d'élèves vous touchez et surtout, au-delà de ces contenus audio dont vous nous avez parlé, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme ? Alors historiquement, on a toujours eu un lien chez Petit Bambou avec les enseignants. Faut savoir qu'on est dans une entreprise un peu différente et nos utilisateurs sont au cœur de toutes les décisions qu'on prend. Donc on a un contact très privilégié avec eux. On reçoit des centaines de messages chaque jour et on prend un grand soin à y répondre. Et c'est comme ça qu'a commencé le lien avec les enseignants. Donc on a pu prendre le temps de les écouter et puis de comprendre un petit peu ce qu'ils recherchaient, les besoins auxquels ils avaient besoin de répondre et qu'ils ne trouvaient pas d'outils adéquats. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu notre envie d'avoir un impact auprès de ce public. Donc on a commencé par offrir un accès à Petit Bambou classique, le Petit Bambou général que vous connaissez tous, pour les enseignants qui en faisaient la demande. Et en fait, ça représentait quand même beaucoup de personnes. Il y avait des vraies attentes. Et donc on a voulu construire quelque chose un peu plus impactant, avec qui correspondait davantage aux besoins des enseignants. Et l'année dernière est né donc Petit Bambou École.
Donc Petit Bambou École, c'est une plateforme, vous l'avez dit, qui est gratuite. Donc un site internet accessible partout, depuis son téléphone jusqu'à l'écran tactile dans la classe. Donc c'est un site qui a été conçu avec et pour les enseignants et qui propose donc des contenus audio, vidéo, de méditation, mais pas que, des outils de respiration aussi. D'accord. Des sons, des ambiances et beaucoup de ressources pédagogiques pour permettre aux enseignants de s'emparer de tous ces sujets. Élise Couval, vous êtes auteure illustratrice de Vivre avec un TSA aux éditions Mango. Vous avez été diagnostiquée assez tard, je crois, à l'âge de 27 ans. Très clairement, il y a eu un avant et un après ce diagnostic. Oui, parce que j'étais prof depuis plusieurs années avant de faire un burn-out. Et c'est suite à ce burn-out que j'ai eu le diagnostic d'autisme. Justement, quand vous avez été diagnostiqué, que vous a dit l'administration ? C'était un long parcours. Il y a eu plusieurs tentatives d'aménagement de poste qui ont plus ou moins échoué. Du coup, il y a eu une tentative de reclassement professionnel. Ça, on a quasiment essayé de vous mettre à la retraite. J'imagine que c'était ô combien difficile. Dans ces cas-là, vers qui on se tourne ? Qui a trouvé les bons mots ? Qui a peut-être fait les bons gestes pour vous remettre sur les rails, si je puis dire ? Du coup, c'est ma psychiatre, le docteur Corinne Fréville, qui collabore avec moi sur le livre, qui m'a mis en lien avec Sylvie Godet, qui est une aidante et qui m'a appris mon fonctionnement. C'est une ancienne dame qui travaillait au CRA de Reims. Et elle m'a vraiment tout appris sur le fonctionnement autistique, la batterie émotionnelle, les besoins spécifiques, etc. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toute l'équipe. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc. Au son, Saïd Mamou, maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Louisa Garottière aussi, journaliste sur l'émission. On vous retrouve bientôt, chère Louisa. En effet. J'adore ce mystère de Louisa. La semaine prochaine. Non, mais c'est bien, c'est un teasing absolument remarquable. Je ne ferai jamais que ça change, chère Louisa. J'aurai toujours la même question à chaque fois. Merci beaucoup. Demain, vous retrouvez Loïc Landreau pour le grand JT et moi, je vous retrouve vendredi. Bonne soirée à tous. Ciao.